Radio 1. Les grands invités. Toujours avec notre rendez-vous phare, tout de suite 25 minutes en compagnie d'experts pour développer au mieux un thème en général de l'école avec un grand E et de l'école A en particulier. Nouveau thème pour cette table ronde, le monde change, l'école aussi. Alors pour évoquer cela, un régional de l'État, on peut le dire comme ça, le maître des lieux qui nous a déjà fait le plaisir de venir ici ce matin ouvrir l'antenne. En l'occurrence, le PDG d'Academia, Philippe Colléon. Rebonjour Philippe. Rebonjour. Content que vous soyez là. Et puis en tout cas, vous êtes bien accompagné, c'est le moins qu'on puisse dire, épaulé par Svenja Busson. Vous êtes auteur, Learning, Innovation, Explorer. Ça ne rigole pas. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. On va savoir dans quelques instants ce qui se cache derrière justement ce titre. Mais une première question globale, le monde change, c'est le thème de cette table ronde. Quels sont les marqueurs de ce changement, Philippe ? Avant tout, les enfants. Où on parle de génération Z, on parle de nouvelles générations et qui ont des aspirations, d'une consommation, je dirais, à l'information, à tout, complètement différent. Et aussi les parents, bizarrement. On parle beaucoup de la nouvelle génération d'enfants, mais peut-être pas assez de la nouvelle génération de parents, où c'est la première génération qui souhaite avant tout presque que leurs enfants soient heureux. Alors ça paraît aberrant de dire avant... le bonheur de ses enfants n'était pas une priorité, mais avant il y avait un côté très rationnel de ok, ça va être pénible, mais tu vas prendre un métier, tu vas être fonctionnaire, tu vas... Oui, c'est un temps donné, mais vas-y, ouais, puis après on verra. Et là, ce qui est intéressant, c'est une projection de soi-même par rapport à sa vie. Donc, les parents, ils ont 40, 50 ans, et ils aspirent à autre chose pour eux, mais avant tout, donc par projection, si je puis dire, pour leurs enfants. Et donc, c'est en écoutant ses parents, en écoutant ses enfants, et en essayant de se projeter un petit peu dans le monde qui se dessine demain et le monde actuel. Ce que je veux dire, moi, j'ai des enfants. Les 2 années qui viennent de passer sont terribles. Covid, les écoles fermées, les absences, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça pour leur offrir un meilleur avenir. Oui. Donc, cette école, quelque part, a pour prétention, volonté et objectif de dessiner un autre avenir pour nos enfants. Oui, on peut être heureux à l'école. Hein. On n'a pas obligé ça paraît fou, hein. Ouais. On peut être bien à l'école, content d'y venir. C'est un peu ça l'idée maîtresse. Comment l'école aujourd'hui doit-elle se transformer, se réinventer pour répondre en fait aux besoins du monde de demain ? Alors peut-être laisser Svenja répondre, je tiens juste à... Parce que Svenja, je vais lui poser une question juste après pour lui demander déjà ce que ça veut dire son titre. J'ai une question très sévère pour Svenja. Oui. Mais juste un mot, on a collaboré, c'est-à-dire que cette école, c'est le fruit de beaucoup de collaborations avec des experts, des gens qui nous ont apporté une vision un petit peu aussi, qui dépasse les frontières, qui dépasse ce qu'on fait. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment... encore une fois, il faut tenir compte qu'on est en France, qu'il y a une ligne d'arrivée sur les examens, les écoles, etc., qui est la même pour tous. Donc on ne peut pas être complètement hors circuit, comme Svenja va peut-être parler d'autres systèmes éducatifs dans le monde. Mais en tout cas, on peut s'en inspirer et on peut injecter beaucoup d'expériences internationales dans notre système. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on fait, de pouvoir prendre ce qu'il y a de mieux à l'international et de le mettre dans notre système français, tout n'est pas acheté, hein, il y a de très bonnes choses, mais voilà, c'est ce compromis-là. Se nourrir de tout le monde. Se nourrir de tout le monde. Et, voilà, après, où on est complètement dépressif, on voit le classement de la France, études PISA, où année après année, on chute. Bon, tous les 2 ans, pendant 2 jours, on en parle, et puis après, on passe à autre chose. Peut-être qu'à un moment, il faut dire, on se pose. Qu'est-ce qui va pas. Les Allemands ont complètement revu tout leur système scolaire parce qu'ils chutaient aussi dans leur éducation. Alors que je me souviens que il y a quelques années de ça, mais on louait leur éducation et surtout le fait qu'ils arrivaient à faire beaucoup de sport l'après-midi et on était jaloux du fait que nous on en faisait peu. Tout à fait. Matinée, on avait l'école et aussi l'après-midi et une fois par semaine du sport. Donc c'était quand même un modèle. Et aujourd'hui, vous nous dites que ça a chuté ? Non, ça a chuté. Ils se sont complètement réformés. Et maintenant, vous regardez dans tous les classements PISA, ils remontent année après année. Voilà, donc à un moment, c'est juste de pouvoir, poser les choses. Qu'est-ce qui va ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Comment on recrée aussi l'ascenseur social ? Parce qu'en fait, l'école n'est pas si discriminante que ça. La particularité du système français, c'est la quantité de travail qui est demandée à la maison.
C'est-à-dire qu'un lycéen doit fournir 400 heures de travail à la maison. Ouais. Donc c'est surtout l'aide que vous avez entre le choix de l'établissement plus l'aide que vous avez chez vous qui a une forme de déterminisme scolaire. Et c'est là-dessus qu'on veut un petit peu lutter aussi. Très bien. Svenja, alors vous êtes autrice et Learning Innovation Explorer. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre, cette appellation ? Oui, désolée pour l'anglicisme. Non, en fait, c'est vrai que j'ai commencé il y a 8 ans sur les bornes HEC à me poser des vraies questions sur le système, pourquoi il était aussi descendant, pourquoi il n'était pas assez collaboratif. Et donc, j'avais envie de regarder un peu ce qui se faisait ailleurs. Et donc, je me suis mise à explorer plein de systèmes éducatifs différents. Et voilà, j'ai fait le tour du monde plusieurs fois pour regarder les écoles les plus innovantes et les systèmes éducatifs aussi qui se réinventent. Et voilà, j'ai découvert énormément de choses. Et puis voilà, j'en ai écrit un livre et je continue aujourd'hui à essayer de partager aussi les bonnes pratiques et à en parler le plus possible. Mais comme dit très bien Philippe, il faut faire très attention au contexte. C'est-à-dire que chaque pays n'a pas le même contexte. Et quand on regarde, par exemple, PISA, moi je suis très critique par rapport à PISA. Parce que PISA, donc en fait, c'est l'OCDE qui, chaque 2 ans, organise un test mondial, où en fait on teste tous les élèves de 5e sur leur niveau en maths, dans leur langue natale et en sciences. Et en fait, c'est un test qui vise à classer les systèmes éducatifs dans l'OCDE, mais en fait ne prend pas du tout en compte le contexte local. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont mettre au même niveau la Corée du Sud et la Finlande, qui sont 2 systèmes qui excellent, alors qu'en Corée du Sud, il y a un système extrêmement compétitif, où dès le plus jeune âge, dès la crèche, on met la pression sur les enfants, sur les bébés même, pour qu'ils apprennent déjà à hacker leur cerveau, etc. Oui, non, c'est terrible. Donc en fait, il faut aussi qu'on fasse attention. Quel est le contexte ? En Corée du Sud, chaque enfant va à l'école jusqu'à 17h et ensuite va dans une after school jusqu'à des heures pas possibles de la nuit. Enfin, moi, je rentrais, je les voyais à 23h à Séoul avec leur petit cartable sur le dos, etc. Donc il faut faire aussi extrêmement attention à remettre dans le contexte chaque système éducatif qu'on évalue. Et ça, PISA ne le fait pas. Je veux dire, en France, on a quand même une enfance plutôt heureuse. On ne va pas dans des after-school jusqu'à très très tard dans la nuit. Et bon, il y a le bien-être aussi qui rentre en jeu, alors que le bien-être dans PISA n'est pas du tout comptabilisé dans la note des pays. Et ça, voilà, oui, c'est plus compliqué à calculer que des notes en maths, mais il faut absolument le prendre en compte, quoi, le bien-être, l'épanouissement de chaque enfant. Et ça, c'est juste crucial, quoi. C'est pour ça que j'adore cette école, l'école A. J'adore sa directrice, ses équipes, parce qu'en fait, il y a vraiment un esprit autour de l'épanouissement, comme tu disais très bien, Philippe. L'épanouissement de chaque élève compte ici, en fait. C'est pas juste, on n'est pas juste des professionnels d'examen. On nous entraîne pas juste à avoir le bac et à exceller dans les examens, mais aussi à plein d'autres compétences autour qui sont juste hyper importantes, quoi, les compétences du 21e siècle. Aujourd'hui, quand vous demandez aussi aux employeurs qu'est-ce qu'ils demandent, ils demandent des compétences qui soient des compétences socio-émotionnelles, des compétences beaucoup plus ouvertes sur le monde, beaucoup plus que les compétences académiques et théoriques, quoi. Donc les soft skills aujourd'hui, c'est juste essentiel. Et aujourd'hui, l'école française publique, entre guillemets, ne forme pas du tout à ces compétences-là, alors que ça devrait être au programme. Oui, mais ce qui est intéressant, pour en avoir pas mal discuté, c'est que ici, il y a, et sans en faire trop, des certitudes et des non-certitudes. On est sûr de ne pas être sûr, en quelque sorte. Donc on remet en cause, on parlait de se réinventer, c'est un petit peu ça, s'ouvrir pour pouvoir accorder et être au plus près d'une vérité pensée, quoi, d'une philosophie. Oui, sachant que malgré tout, on a des certitudes sur des choses. Par exemple, sur la confiance. C'est pas mesurable non plus. Oui. On sait que on parlait de soft skills et effectivement, on voit, et c'est très intéressant cette matinée d'échanger avec les parents, échanger avec les élèves, et on voit des enfants qui n'ont plus confiance, qui n'ont pas confiance en eux. Et voilà, ils ont l'impression tout de suite qu'il y a de la bienveillance et ce regard, je dirais, sur leur capacité, et qu'on a peut-être parfois une école où on ne développe pas, on n'explique pas que la confiance qu'on va retrouver plus tard dans la vie professionnelle est un élément essentiel aujourd'hui dans la progression et dans la vie de demain. C'est des éléments comme ça qu'on peut effectivement cette école retrouver. D'accord.
Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est essentiel, la confiance. Et surtout, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Carol Dweck qui a fait plein de recherches sur ce qu'on appelle l'état d'esprit de croissance, le growth mindset en anglais. Et ça, c'est juste absolument essentiel. Elle a écrit tout un livre là-dessus qui s'appelle Mindset, que je recommande à tous les parents parce que c'est vraiment un livre incroyable qui est traduit en français sur justement comment j'inculque plus de confiance en soi à mon enfant, pas en lui disant tu es extraordinaire mon fils ou ma fille, mais plutôt en soulignant chaque progrès, même un infime progrès, il faut le souligner, lui dire voilà, là j'ai vu que tu avais progressé, même si c'est de 1 point dans ta moyenne, bravo, c'est une vraie progression, etc. Et donc donner confiance aux enfants par plein de méthodes différentes, c'est juste essentiel pour la réussite. Parce que les parents s'investissent, mais parfois peuvent mal le faire. C'est être regardant, attentif, et noter des petits riens pour donner de la confiance en soi. C'est ça. Alors, y a-t-il dans le monde des écoles qui, selon vous, font office de référence, d'inspiration? On a évoqué ce matin avec vous, Philippe, les États-Unis, en disant que tout n'était pas parfait, mais enfin que l'élite sortait quand même des grandes écoles. Sans parler de l'élite, est-ce qu'il y a des écoles qui font office de référence? Alors ça dépend vraiment des pays, mais des pays nordiques quand même, mettant dans le contexte. C'est très important, mais c'est vrai que dans les pays nordiques, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes, notamment en Finlande où en fait, c'est pas juste une école, c'est tout le système scolaire qui excelle. Pourquoi? Parce que déjà, les profs en Finlande sont extrêmement valorisés. C'est-à-dire que déjà, pour être prof en Finlande, il faut vraiment avoir une motivation en béton. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 à 20% des profs, dépendamment des régions, des élèves qui arrivent à la fac d'éducation et qui arrivent à avoir une place en licence pour devenir prof. Donc c'est vraiment un métier extrêmement bien valorisé au niveau de la société et donc tout le monde a envie de devenir prof et donc du coup ça change énormément de choses. Donc je pense que le fait de valoriser ce métier comme il se doit, parce que c'est un métier essentiel pour faire avancer la société, ça peut vraiment avoir un impact. Donc en Finlande déjà ça. Ensuite, il y a tellement de confiance justement sur les profs qu'il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'inspection, c'est-à-dire qu'ils sont formés tout au long de leur carrière. Tous les ans, ils doivent faire des formations d'au moins 1 mois. Ils sont formés sur plein de nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de faire, etc. Mais il n'y a personne pour les inspecter, pour regarder que leur travail est bien fait. C'est-à-dire qu'on leur fait totalement confiance. Et ça, du coup, ça leur donne envie d'exceller aussi. Et c'est vrai que c'est un système où vraiment, la pédagogie, il n'y a pas de classe en randonnion, C'est vraiment des îlots. Les élèves prennent la parole tout le temps. Donc, c'est un peu plus chaotique que chez nous, peut-être. Mais il y a vraiment une envie de faire participer l'élève, de l'engager dans son apprentissage, de le rendre acteur. Et ça, moi, j'ai été bluffée. Mais dans des écoles publiques, je me baladais, je regardais, je passais 1 jour, 2 jours avec eux et j'observais à quel point ils étaient heureux d'être là, Et à quel point ils prenaient conscience qu'ils avaient une vraie part de responsabilité aussi. Les élèves se sentent responsables de leur propre éducation. Et ils savent que c'est grâce à eux-mêmes qu'ils vont réussir, Personne d'autre, c'est leur motivation, etc. Et ça change surtout, il n'y a beaucoup pas de choses. le prof et les élèves. Les profs, ils sont intégrés, ils sont ensemble, cause commune, dans la même direction. C'est une communauté apprenante. Au même niveau. Il n'y a pas le côté je suis derrière mon bureau, je distribue des notes. Ce qu'on disait aussi ici, c'est qu'il y a ce système où la note n'est pas la plus importante. Et surtout quand elle est remise. On n'est pas là pour un classement, on est là aussi pour tirer les élèves les uns avec les autres. Oui, et faire que redonner le sens à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'en France, on travaille pour une note. C'est absurde. Donc, quelque part, l'enfant va apprendre des choses qu'on va dire sur la disquette, mais on rentre pas sur le disque dur. Il y avait eu des tests où on interrogeait 15 jours après l'élève sur le même exercice, ils avaient 50% des notes. C'est-à-dire qu'en 15 jours, ils avaient oublié 50% des choses parce qu'ils révisaient juste dans l'objectif d'avoir une note de l'examen. C'est pas ça, apprendre. Donc, c'est effectivement, on a cette notion de sanction permanente chez nous, qui est liée à la note et à une moyenne. Donc, on est au-dessus ou en dessous, et peut-être pas le bon critère. Alors, s'évaluer, oui, mais on peut évaluer les progrès, on peut évaluer plein de choses, mais pas dire je suis au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne et je travaille pour uniquement cette moyenne. La note n'est pas forcément sanction, en quelque sorte, même s'il faut le rappeler, quand on passe le bac ici même, on passe le bac que tout le monde passe. Oui. Donc il faut un niveau quand même. Au niveau on peut en reparler a, du niveau, mais qu'on a réussi à acquérir de manière différente.
Oui, puis on voit bien que d'un établissement à l'autre, une note ne veut pas dire la même chose. Donc, je ne sais même pas l'exactitude. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire avoir 12 entre Henri IV ou tel collège? C'est pas le même 12. Donc, même la note en soi ne veut pas dire grand-chose. Et même 2 profs sur une même copie peut ne pas mettre la même note. Complètement. Voilà. Donc, bon, c'est un critère. Mais je crois qu'encore une fois, c'est de dire quelle est la mission de l'école. Et c'est de casser les barrières, casser un peu les barrières avec le monde du supérieur. Parce que quelque part c'est très cloisonné en France, et casser un peu les barrières avec le monde du travail. C'est-à-dire que et c'est vrai dans les systèmes ou finlandais ou suédois, il y a même des gens qui viennent de la vie civile, si je puis dire, qui viennent enseigner un moment. Ils disent tiens, pendant 5 ans, je vais être prof. Mais c'est des gens qui ont une expérience professionnelle autre. J'ai un prof chez nous, il a été élève ou prof toute sa vie. Voilà, donc il y a c'est une force mais aussi une faiblesse, parce que le monde extérieur, le monde du travail, si je puis dire, en entreprise, il ne le connaît pas, donc a beaucoup de mal à l'enseigner. Alors comment on peut résumer l'école A et ce vers quoi elle doit tendre? Parce qu'on le disait, il y a un curseur qui est chaque fois mis en place, on n'est pas dans quelque chose de figé, vers quoi elle doit tendre. Et on disait aussi que ce qui est mis en place aujourd'hui a déjà été décidé l'année d'avant au moins. On regarde comment ça se déroule, les effets, et on peut justement changer le curseur. C'est tellement important cette adaptabilité, parce qu'en fait le système classique ne l'a pas du tout, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui il est en déperdition, si je puis dire, parce que c'est tellement important juste de faire du test and learn, juste de regarder, d'expérimenter des choses, ça marche pas, on avise, on pivote l'idée, et c'est ça en fait, il faut aussi savoir s'adapter aux élèves et grandir avec les élèves, et je veux dire, et ça je trouve que l'école le fait déjà merveilleusement bien, et c'est juste essentiel. Chaque école devrait avoir ça, devrait finalement avoir sa propre mesure d'impact, si je puis dire, à la fin de chaque année, de se dire est-ce qu'on a atteint nos objectifs en termes de compétences soft skills, en termes de niveau scolaire, etc. Et sinon, qu'est-ce qu'on peut ajuster et comment on peut s'améliorer? C'est hyper important d'avoir ce type de mindset-là quand on est une école, quoi. Peu importe l'école, c'est juste clé. Mais c'est pas compliqué d'importer des idées, des choses qui fonctionnent à l'étranger. On disait qu'en Corée du Sud, c'était compliqué. Il y a un contexte qui n'est pas du tout le même que la Finlande, donc on ne peut pas comparer. Aller chercher ailleurs, est-ce que c'est pas justement aussi compliqué de pouvoir le mettre chez nous, avec nos valeurs, nos habitudes, nos coutumes? Si on l'adapte justement à nos valeurs, à nos coutumes, à nos façons de faire, à notre système, à notre programme, je vois pas pourquoi ce serait compliqué. Si on a cette approche-là de test and learn, on essaye, on avise si ça marche pas, et si ça marche, on continue, on réplique, etc. Et je pense que c'est exactement l'état d'esprit de cette école, quoi, de l'école A. C'est de faire exactement ça, de tester de nouvelles choses, des choses beaucoup plus innovantes, et puis d'aviser et de voir si jamais ça fonctionne, quoi. Et je pense que c'est la façon de faire pour créer une école décidément et franchement innovante. Parce que par exemple, vous parliez de l'afterwork en Corée du Sud. On sait tout de suite qu'on ne peut pas l'appliquer ici même, et c'est même l'idée contraire qu'on a ici, c'est de rentrer chez soi en n'ayant plus de devoirs à faire. Donc il y a des choses, on sait déjà qu'on ne peut pas les appliquer parce que c'est pas dans ce qu'on est. Ah, c'est sûr, il faudrait l'appliquer nulle part d'ailleurs, l'after school coréen, parce que franchement... L'after peut-être, mais l'after... Ça rend vraiment les... On revient sur notre boîte de nuit, voilà, toujours. Il va vraiment falloir en ouvrir une. On fera une journée radio quand il y aura une boîte de nuit. Comment on peut résumer, alors c'est ceux qui viennent d'arriver, qui prennent l'émission en route, qui viennent pour ces journées portes ouvertes. L'école A, vous êtes, Philippe, fier de quoi véritablement? L'échange entre ses professeurs, les élèves, les parents qui sont conviés, l'anglais mis en avant, le sport, le fait qu'on puisse faire les deux, sport et études. C'est quoi ce qui vous rend le plus fier, pour résumer? Fier, en tout cas, de ce que nous apprend cette matinée. On a rencontré à peu près 150 familles, discuté avec 150 parents. C'est l'adéquation entre ce que l'on propose et l'attente des élèves et des enfants. C'est-à-dire que rien que là, ils sortent avec, si je veux dire, le sourire et la banane. Ça, déjà, c'est intéressant de voir que ce qu'on propose correspond à une vraie attente, un vrai besoin des uns et des autres. Donc ça, c'est déjà la première satisfaction. Quand vous parliez de résultats, on doit avoir des résultats à très court terme et à très long terme. Très court terme, encore une fois, c'est la relation des enfants au travail. Si l'enfant rentre le soir et qu'il a envie de venir le lendemain à l'école, qu'il a envie de faire son travail, qu'il y a un changement de comportement, déjà c'est une victoire. Et ça, je veux dire, il faut 15 jours.
pour voir déjà des premiers résultats. Et puis après, vous aurez des résultats à moyen et à long terme. Effectivement, alors, bon, c'est le taux de réussite au bac, on est à 100%, c'est même pas un curseur aujourd'hui. Je pense que ça va être véritablement la projection de ces enfants plus tard. Et que j'espère que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, je suis passé par l'école A, et ben ça m'a ouvert plein de choses. Voilà, c'est en fait l'apprentissage qui dépasse l'école même, qu'on garde en soi. Oui, cette école, et c'est un mélange de professionnels, des gens comme Svenja, qui ont vu, qui ont regardé, et quelque part de bon sens de parents et d'élèves. C'est en fait qu'est-ce qu'on veut pour nous, pour nos enfants. Et ben, ayons le courage de casser peut-être des codes, de regarder, d'ouvrir, et on va essayer, effectivement, on va apprendre, peut-être sur des points, on va se tromper ou insister. Pas grave, nous on peut corriger, on est libre. L'école hors contrat, c'est aussi l'école libre de changer. Alors on est complètement respectueux des programmes, etc., mais à l'intérieur de ça, il y a une énorme liberté. Voilà, et la satisfaction, ça va être les élèves qui, déjà là, on voyait dans les classes, témoignent. On les a pas payés pour témoigner. Hein. Ils racontent eux ce qu'ils vivent au quotidien. Il y en a 2-3, ils ont été bien payés. Bien payés, ah oui. Oui. J'ai les noms. Hein. On va le faire chanter. Oui, allez-y. On fait du chant aussi. C'est pas la même salle. Non, mais voilà. Donc, oui, mais nous, on peut se le permettre parce qu'on va accueillir 200, 300 élèves. Effectivement, le ministre de l'Éducation nationale, il a 12 millions d'élèves. C'est un peu plus compliqué à faire bouger. Voilà. Oui, on a compris pourquoi. Le nombre fait foi pour le coup. Et vous, Svenja, par rapport à ça, ce que vous avez apprécié dans cette école, dont vous êtes le plus fier, la plus fière? Moi, c'est clairement le concept, quoi. C'est le concept derrière cette école, c'est de se dire qu'elle a été aussi co-créée, co-pensée avec des gens de l'extérieur, avec des parents, avec des explorateurs comme moi, comme d'autres, qui ont pu aussi mettre leur petite graine. Et je pense que c'est super important de rester dans cette co-création et surtout dans cet état d'esprit d'expérimentation. Ça, je pense que c'est juste essentiel. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter, il ne faut pas avoir peur de se tromper parfois. Et ça passe par ça. L'innovation, c'est ça. L'innovation, c'est se tromper et puis recommencer et puis là peut-être trouver quelque chose. C'est ça l'innovation. Et si on veut créer des écoles innovantes, il faut surtout expérimenter et voilà, et ne pas avoir peur de ça, quoi. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. J'adore. Et si je puis rajouter un point, je pense qu'il faut que ça soit, c'est plus l'école d'Academia ou d'une personne et tout. Le projet existera si c'est l'école de tout le monde. Et dans le tout le monde, il y a les enseignants. Je crois qu'à un moment, les enseignants, c'est une profession qui est merveilleuse, mais ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont aussi beaucoup de frustration. Et les faire participer au projet, il faut qu'ils s'approprient non seulement le projet, mais qu'ils le développent. Donc, c'est aussi un autre management d'école. Voilà, les enseignants vont être au cœur de ce projet-là. Dans la co-construction, on parle de co-construction. Voilà, chacun, nous, on a réussi à apporter un cadre, un projet. Maintenant, ce projet, il va falloir que chacun se l'approprie. Et c'est un vrai travail qu'on a avec nos enseignants, avec la direction de l'école, parce qu'à un moment, c'est une autre forme de direction, c'est une autre relation aux élèves, ça va être une autre relation aux parents. Et c'est tout ça qu'il faut réinventer et avoir le courage d'aller au bout de nos idées. Se l'approprie pour mieux le développer, pour le coup, et le faire évoluer. Oui. Très bien. Avant de vous libérer, peut-être un mot sur votre livre. Je ne savais pas que vous aviez écrit. On peut avoir le nom? C'est un livre qui est en anglais pour l'instant, qui s'appelle Exploring the Future of Education. Et je l'ai écrit pour expliquer un peu ce qui se passe chez nos voisins européens, parce qu'il se passe énormément de choses, comme je disais, dans les pays nordiques, mais pas que, aussi en Espagne, en Pologne. On a énormément de choses à apprendre. Donc c'est un livre sur l'Europe et sur les initiatives les plus innovantes dans l'éducation partout en Europe. Je l'ai vu, c'est un très très beau livre. Alors il y a des images en anglais, mais il y a des images. Ah ben voilà, voilà. Pour ceux qui sont pas totalement bilingues, donc il y a quand même des images. Non mais rien que de voir les photos de classe. Dans certaines écoles, il n'y a plus de murs, il n'y a plus rien. Enfin, on voit des gamins sur des sofas. Enfin, rien que pour les images, si vous parlez pas anglais, ça vaut le coup. Alors, en plus, si vous comprenez ce qu'il y a écrit, c'est merveilleux. Plus de murs pays nordiques, moi je trouve ça risqué quand même. Radio A, parlons avenir. 1, 2, 3.